Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, mort de l'élève sous-officier Jocelyn Nanka, l'autopsie révèle qu'une embolie pulmonaire est la cause du décès. Le jeune garçon serait mort lors des manœuvres en session de formation en maintien de l'ordre à Thiès, une affaire qui éclate après le décès d'Abdulkader Johnson. Comment se déroule la formation des sous-officiers? Les visites médicales sont-elles strictement respectées? Nous ferons le point dans cette édition. Affaire de l'incendie à l'hôpital Magatlo, les conclusions de l'enquête révèlent une négligence criminelle. Au lendemain de la démission du directeur de l'hôpital, les populations de Linguère continuent d'incriminer le personnel soignant. Il y a homicide involontaire, les conséquences doivent être tirées selon l'avocat Maître Massorna Khan. L'actualité, c'est aussi la colère du collège des délégués du personnel de l'autoroute à péage. Ils protestent contre le licenciement d'un agent. Dans cette édition, nous nous intéresserons à la crise de l'emploi au Sénégal, phénomène accentué par la pandémie Covid-19. Quid de la réforme du Code de travail? Plus de détails dans un instant. Et puis à mi-chemin du mois de Ramadan, l'organisme commence à puiser dans les réserves. Comment tenir? À suivre les conseils de spécialistes. Officier d'état civil le jour, chanteur religieux le soir. Mustapha Meng, un officier pas comme les autres, portrait fascinant à découvrir dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Jocelyn Nanka, un autre élève sous-officier décédé lors des manœuvres en session de formation en matière de l'ordre à Thiès. Les résultats de l'autopsie révèlent que la victime est morte à la suite d'une embolie pulmonaire. La tristesse est immense à Kolda où il a été inhumé auprès de ses proches. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. Le jeune élève décédé à l'école de police est mort à la suite d'une embolie pulmonaire, selon son père Alain Nankas, qui révèle les résultats de l'autopsie faite sur le corps sans vie de son garçon. Il dit qu'il est mort suite à une embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire, donc c'est les poumons. Quand on parle de pulmonaire, c'est les poumons. Voilà. Donc quand il va jusqu'à ne pas pouvoir respirer exactement, avoir cette difficulté-là. Donc il y a des antécédents. Ce fut une perte cruelle pour la famille Nankas du quartier Hillel de la commune de Kolda. Ça nous a fait mal. Il y a un mal, vraiment, on est frappé parce qu'il était parti pour être un responsable. Mais un responsable pour Kolda, pour le pays aussi, voilà. Pour le pays, pour Kolda, pour ne pas se mettre, pas se La maman à la victime qui accepte la volonté divine sollicite des prières pour le repos de l'âme de leur garçon, sur qui la famille Nankas portait un grand espoir. 95 sama daaw la xale bi feebaru leen rek ñoo taan téléphone 22h ma dem moom ak xale yëpp ma tante ñaan ma gën a jàmm ci la fay portable maa di nekk li ñu woo xale bi dafa feebar ñu bu ko daan teg nekk di xale bi kaamina. Toutes les franges de la population sont passées présenter leurs condoléances à la famille du défunt. Une délégation de l'édile d'Kolda était sur les lieux pour cela. Présenter nos condoléances assistées à la famille Nankas suite à la disparition de leur fils les jours derniers. Ça fait beaucoup de peine, de douleur, de effectuer ce déplacement. Jocelyn Nankas est parti, laissant les membres de sa famille, ses camarades de l'école de police, ses camarades de promotion à l'université de Bambey, dans l'angoisse et la tristesse. Ouais, Abdoulaye, le drame serait survenu lors des manœuvres en session de formation en maintien de l'ordre à Thiès. Une affaire qui éclate après le décès de l'élève adjudant Abdelkader Johnson. Après 4 jours seulement en formation à l'école de police, l'admission au concours d'officier de police requiert pourtant des aptitudes physiques validées par une visite médicale. Comment se déroule la formation des sous-officiers? Élément de réponse avec Cheikh Diop et Thierno Laurent-Betty. En l'espace d'une semaine, 2 élèves policiers sont décédés au cours des sessions de formation où se situe exactement le problème. Commissaire Keïta évoque l'importance de la formation. Ici, on a besoin d'un corps fort,
solides, résistants, robustes, donc bien entraînés pour pouvoir assurer cette mission de sécurisation des personnes et des biens, les missions de défense nationale qui sont liées à cela. Donc il faut y être bien préparé. Ça veut dire que quand on arrive à l'école de police, on ne vient pas seulement pour entrer dans des classes et sortir. On vient pour subir une formation, une préparation physique, une préparation technique. Ceux qui arrivent donc sont censés comprendre qu'ils vont être soumis à des épreuves assez sérieuses, mais ils ne sont pas torturés. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal estime que ses élèves ont subi une visite médicale avant leur entrée à l'école. Le parquet doit ouvrir une enquête. C'est quand même des jeunes gens qui sont décédés, qui étaient supposés être en bonne santé, parce qu'on ne va pas à l'école de police sans avoir passé des visites médicales plutôt. Ce sont des jeunes qui sont soumis à des visites médicales extrêmement rigoureuses, qui vont dans cette école-là. Et ce ne sont pas les certificats de visite et de contre-visite qu'on délivre dans les hôpitaux, c'est vraiment des visites qui sont faites par des médecins appartenant au corps, à l'armée ou à la police ou à la gendarmerie. Alors, quel est le rôle de la police dans cette affaire? Elle doit collaborer pour que la vérité puisse émerger. Et elle doit évidemment également mener une enquête interne pour voir est-ce que, de toute évidence, il n'y a pas eu des cas de mauvais traitement. Seydi Gassama exige l'ouverture d'une enquête le plus rapidement possible pour situer les responsabilités. Et concernant les circonstances de la mort d'Abdelkader Johnson, la police confirme la thèse d'une mort naturelle à la suite d'une défaillance multiviscérale sur terrain cardiopathie. Dans un long communiqué, la police explique qu'Abdelkader Johnson n'a pas été intégré dans le groupe qui a été transporté à Thiès au camp Michel-Legrand où les élèves sous-officiers issus du concours direct subissent leur formation. Selon la police, Abdelkader Johnson a signalé des douleurs au niveau des membres inférieurs. C'est ainsi qu'il a été mis à la disposition de l'infirmerie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est toujours le dramatique incendie à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Au lendemain de la démission du directeur, les enquêteurs ont conclu à une négligence criminelle. À Linguère, les populations indexent toujours le personnel soignant. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. Quelques jours après le drame survenu au service néonatologique de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, les populations du Jolof ne décolèrent toujours pas. La démission du directeur est diversement appréciée. C'est un acte de bravoure parce qu'il n'est pas de notre culture de savoir jeter l'éponge, même si quand même il l'a fait tardivement. Mais quand même, admettons-le, il l'a fait. Mënoon na bañ a démissionner pour man sama gis-gis mënoon na bañ a démissionner bu fekkee ne dafa am lu xew ñëpp di la joxoñ baaraamu tuuma dangay fexe nga toog nga concentré wu toog ak sa staff xool loolu lan moo ko waral. Certaines personnes interrogées parlent de négligence. Nous sommes fréquents au niveau de l'hôpital, mais on a constaté que dans cette salle-là, il n'y a jamais eu de gardien. Le plus souvent, la salle est fermée, on gère les enfants et ensuite, maintenant, on ferme la salle. C'est de la négligence totale. C'est de la négligence totale et manque de considération. En même temps, manque de personnel aussi. On devrait fermer la couveuse. Mais elle n'avait pas fermé la couveuse. Elle avait également fermé la cabine. Elle n'avait pas donc facilité l'accès. Et ça a pris 10 minutes d'incendie. Donc tout ça d'après donc, les informations relayées au niveau de la presse. Donc on ne peut que qualifier ça d'une négligence de la part de ces gardes. Ce membre du mouvement Y en a marre remet en cause la composition du comité de santé. Il faut aussi faire la différence entre gardien de salle et gardien d'hôpital. Apparemment, à Linguère, il n'y a pas de gardien de salle. Bon, par rapport au conseil d'administration, on ne peut pas comprendre. C'est le président du conseil départemental qui copte 4 personnes, plus des gars de la santé, et que la population ne sente même pas, la population ne sent même pas ce qui se passe dans les hôpitaux, puisqu'ils n'ont même pas de représentants. Le dysfonctionnement à l'origine de l'incendie est parti de la surchauffe d'une des couveuses avant de contaminer tout le circuit électrique. Il y a donc, pour Maître Massornekan, homicide involontaire. Selon la robe noire, des conséquences doivent être tirées. Oui, effectivement, quand il y a un drame aussi grave,
des faits inédits, il faut qu'on en tire les conséquences. Et ça commence par le responsable de la structure. Il doit démissionner. Il y a même des situations où c'est le ministre lui-même qui doit démissionner. Le ministre de la Santé. Il y a une responsabilité qui est automatique, qui doit être sanctionnée. Donc, le directeur, ce qu'il a fait, c'est un acte de courage et de dignité. Il faut le lui reconnaître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu homicide involontaire. Quand 4 bébés meurent de cette façon calcinés, il y a homicide involontaire. Maintenant, qui est responsable? C'est l'enquête de gendarmerie qui doit le déterminer. Et le président de l'Association des maires du Sénégal s'associe à la peine des familles. Aliou Sall affirme tout son soutien à la population de Linguère. Le voici avec Mamadou Fall et Mohamed Dieng. Nous sommes très sensibles, comme tous les Sénégalais, à l'épreuve douloureuse que vivent les familles éplorées. Ce qui s'est passé à Linguère est un drame, c'est un accident et vous l'avez dit, c'est l'occasion pour nous de dire notre solidarité aux familles et surtout notre solidarité à M. le maire de Linguère. Le maire de Guédiawaye réceptionnait aujourd'hui un lot de 130 000 masques en don de la Chine pour lutter contre la pandémie. Un lot qui sera distribué dans les 12 districts de Dakar. Tout autre chose, à présent, la Cour de justice de la CEDEAO donne raison à Maître Abdoulaye Tine. Le président de l'Union sociale et libérale avait introduit un recours pour l'annulation de la loi portant sur le parrainage. La Cour donne également un délai de 6 mois à l'État du Sénégal pour la suppression de cette loi. Explication Aminata Mbarisso. La Cour de justice de la CEDEAO donne ainsi un avis favorable à Maître Abdoulaye Tine. Il avait déposé un recours pour demander l'invalidation de la loi portant parrainage au Sénégal. Nous, Union sociale libérale, avec 43 partis politiques sénégalais et organisations de la société civile, avons décidé de saisir cette Cour pour demander à la Cour de constater que cette loi est une législation d'éviction en ce sens qu'il violait le droit de libre participation aux élections. La Cour, effectivement, aujourd'hui, a suivi cet argumentaire et nous a donné raison. Une victoire de la justice pour Maître Tine. La Cour de la justice donne également un délai de 6 mois à l'État du Sénégal pour supprimer définitivement cette loi portant sur le parrainage. Le second point, c'était effectivement de constater non seulement cette illégalité, mais le second point était de donner une injonction de faire à l'État du Sénégal. Ce que la Cour aussi a suivi en demandant au Sénégal de se mettre en conformité dans un délai maximum de 6 mois, de mettre en conformité sa législation, ce qui signifie clairement que le Sénégal devra supprimer cette loi qui instituait le système de parrainage pour toute élection au Sénégal. La loi sur le parrainage est adoptée au Sénégal en 2018. Cette loi avait déjà été fustigée par des partis et mouvements de l'opposition. À l'époque, ils avaient déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Cette Cour s'était déclarée incompétente pour statuer sur la question. Merci Aminata. L'autre grand titre de cette édition, le Collège des délégués du personnel de l'autoroute à péage proteste contre le licenciement d'un des agents. Il s'agit d'un assistant RH qui aurait refusé de rompre le contrat d'une femme enceinte. Les travailleurs exigent l'annulation de la procédure. Maïmouna Ndiaye et Youssou Barro. Ils se sont donné rendez-vous au siège du CNTS pour réclamer l'annulation de la procédure de licenciement de leur assistant RH. Eux, ce sont les délégués du personnel de l'autoroute à péage. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le licenciement de l'assistant RH, qui est une conséquence de leur volonté de licencier une dame, la nommée Bintassar, qui était en état de grossesse plus ou moins avancé. Et pour des motifs trop légers, la direction a jugé nécessaire de se séparer de la dame. Parce que la dame les a amenés à l'inspection du travail, parce qu'elle s'est sentie menacée, harcelée. Elle a amené le dossier au niveau de l'inspection. La direction s'est dit qu'il y a rupture de confiance. Du coup, ils ont jugé nécessaire de se séparer de la dame pour des motifs, comme je dis, trop légers. Et ils ont jugé nécessaire de faire
porter le chapeau à l'assistant RH. On veut que la direction le rétablisse dans tous ses droits. Autre point de revendication, l'instauration d'une prime de risque. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autoroute est un lieu où le risque existe en permanence. Les camions heurtent les cabines, il y a les agents de la viabilité qui parcourent l'autoroute qui sont en danger permanent, et même au niveau du bureau. Toute personne qui travaille au niveau de l'autoroute est exposée à ces risques. À défaut de cette conciliation, le collège des délégués de l'autoroute à péage menace d'aller vers une grève pour dire non à toutes ces formes de dérive. Et restons avec ces tensions sociales à quelques jours de la célébration de la fête du travail. Les solutions passent par la finalisation de la réforme du Code du travail selon le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Pour le SICTRAS, le Code ne favorise ni la pérennisation de l'emploi, encore moins sa promotion. Chérif Dia et Tierno Loromendi. Le monde du travail traverse une crise sans précédent causée par la pandémie de Covid-19. Au Sénégal, par exemple, plus de 80 000 travailleurs sont impactés. L'administration du travail est interpellée. Tous les chiffres n'ont pas fini par être révélés et quand cela se fera, on se rendra compte que la place de l'administration du travail dans le maintien des emplois, dans la promotion du travail décent, doit être une place prépondérante. Le Code du travail, dans sa forme actuelle, ne favorise pas le maintien des emplois, selon le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Il faut quand même qu'il y ait un Code du travail adapté, qu'il y ait des moyens de dissuasion contre les contrevenants à la réglementation et qu'il y ait surtout suffisamment de pouvoir entre les mains de l'inspecteur pour que ce Code du travail-là, qui soit au niveau des enjeux actuels, puisse être respecté. L'un des obstacles à la réforme du Code du travail serait la réticence du patronat, partisan du statu quo. On peut penser que si l'inspecteur du travail est renforcé, peut-être que ça ne va pas dans l'intérêt du patronat qui se dira que oui, ça va lui empêcher de faire certaines choses. Autre difficulté, le nombre très réduit des inspecteurs et contrôleurs du travail. La réalité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs et de contrôleurs du travail au Sénégal. Il y en a 114 et ça c'est peu pour faire respecter la réglementation en matière de conditions de travail. En attendant la finalisation de la réforme du Code du travail, les tensions s'accentuent dans tous les secteurs, signe que les travailleurs n'auront pas le cœur à la fête ce 1er mai. Merci Chérif. Toute autre chose à présent, conflit foncier à Niakhirat. Le différend oppose une famille héritière à une société immobilière. Depuis quelques jours, la SNHLM mène une vaste opération de déguerpissement sur le site objet du litige. La famille qui revendique la propriété foncière incrimine également les autorités municipales de Bambilor et Sangalkam. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasombe. Ces maisons démolies ont été vendues d'une manière irrégulière. Amandoy Faye apporte sa caution à la chaîne HLM. Pour lui, la société a le droit d'ordonner les destructions sur un site qui a été bel et bien vendu en 2014. Actuellement, il est en train de vendre tout le terrain du TF 1107. Illégalement, oui. Oui, la HLM est dans ses droits. Parce que nous avons fourni la DESCOS des documents en bonne et due forme, expulsion, démolition, délivrés par la justice. Juste à côté de ce titre se trouve un autre vaste terrain dont la famille de Kheridien réclame la propriété et accuse les maires de Sangalkam et de Bambilor de vouloir s'en accaparer. Ndiaye Diop nous entrave, le ministre Omagay aussi nous entrave de nos actions. Même on a des dossiers qui se trouvent actuellement au niveau de CCOD. Ils nous demandent, avec un récépissé administratif, ils nous demandent aussi de délivrer encore, de fournir encore des délibérations. Arrivé à leur niveau, ils nous bloquent et ce n'est pas normal. Pourquoi selon vous? Bon, parce qu'ils ont vendu tout le terrain. À noter que sur ce site en question, des coopératives comme celle de la SDE avaient acquis des parcelles dont elles tardent à entrer en possession. Ces coopératives menacent de se faire entendre. Aujourd'hui, on veut que une solution soit trouvée pour qu'on puisse retrouver nos parcelles. On est à peu près 200 personnes, mais aujourd'hui, 150 personnes sont en règle aujourd'hui avec la famille de El Hadj Djibril Ndoye. Le maire de Bambilor que nous avons joint est formel. La famille de Kheridien n'a aucune parcelle là-bas.
Merci Abdou. Venons-en à notre reportage Ramadan et vous l'avez peut-être senti, le jeûne commence à être de plus en plus difficile. C'est normal car l'organisme puise dans les réserves à mi-chemin du Ramadan. Certains commencent d'ailleurs à perdre de la masse musculaire causée par le déficit calorique, mais grâce à une météo plus clémente, les Saint-Louisiens supportent mieux les phases du jeûne et leurs effets sur le corps. Reportage Ousseynou Diop et Habib Sek. Le Ramadan passe vite. La moitié du chemin est déjà faite. Mais les Saint-Louisiens ne sont pas éprouvés. Rendons grâce à Dieu parce qu'à Saint-Louis, il fait froid. Et certains musulmans ne rencontrent aucune difficulté durant le mois béni. Je porte mon costume sans gêne parce qu'à 16 heures déjà, il y a la brise maritime. Ces 15 jours d'abstinence affectent naturellement nos organismes. Certains fidèles commencent déjà à sentir les effets. Premier jour puis deuxième jour. Les premiers jours, c'était très difficile. On ne boit pas du thé, mais ça va maintenant. Même si on sent parfois la fatigue et quelques petits problèmes liés à l'alimentation. Forcément. Il y a des gens qui vraiment, même avant 15 jours, ils sont déjà vraiment au fond du trou. Mais nous remercions Dieu. Ce n'est dû au mérite de personne. C'est peut-être Dieu qui nous a dotés d'un certain nombre d'aptitudes et d'organismes qui nous permettent en tout cas de tenir. Pendant le mois béni du Ramadan, les musulmans en bonne santé pratiquent quotidiennement le jeûne, de l'aube au coucher du soleil. Mais après les 15 premiers jours, l'organisme est affaibli. Dr Mbatchodien, expert en santé publique, liste ici les astuces pour être toujours en forme pendant la journée. Manger un dîner léger avec des protéines comme le poisson, la viande blanche comme la viande de poulet et avec des légumes aussi. Et aussi, surtout, le plus important, c'est beaucoup s'hydrater et boire de l'eau. Boire plein d'eau. Et la meilleure manière, une des bonnes manières aussi de s'hydrater, c'est de prendre les soupes qui sont composées. Ça nous permet de consommer des légumes aussi. Ici, les jeûneurs ne se plaignent pas. Les températures avoisinent les 20 degrés, ce qui fait des Saint-Louisiens des privilégiés par rapport aux populations du reste du pays. Merci Ousseynou. Intéressons-nous maintenant à cet officier d'état civil. Pas comme les autres, après le service à la mairie des Parcelles Assainies, Moustapha Mbengue arbore son manteau de chanteur religieux et vous allez le voir, il est un vrai passionné. L'homme se sent à l'aise aussi bien derrière son bureau qu'au cœur d'une cérémonie religieuse pour chanter les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un portrait fascinant réalisé par Ibou Diouf et Amadou Ba. Il est chanteur religieux. Ce monsieur est également officier d'état civil. Donc, au nom de la loi et à ma qualité d'officier d'état civil, nous vous déclarons mari et femme. Moustapha Mbengue est un pur produit de l'école coranique, un diplômé de l'école française. C'est une passion pour moi. C'est une passion d'avoir grandi dans un quartier où il y avait un daïra installé par Mme Abdou Aziz Dabakh. Deux occupations favorites qui donnent une idée de l'expertise de ce monsieur. J'avais commencé dans la première école jusqu'à la sourate Muhammad, alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malu. De la sourate Baqara à la sourate Nasi. Mon BFM au CM Unité 19, mon baccalauréat au lycée des Parcelles Assainies. Et après, je suis orienté à l'université pour faire droit de la première année à la maîtrise. Moustapha Mbengue, un chanteur religieux et officier d'état civil en service, l'homme est connu aux Parcelles Assainies sur le plan religieux, mais aussi administratif. Merci Ibou et bravo à Moustapha. À Thiès, la convergence Taxawu Ndonoy Makni attire l'attention des autorités sur la présence au Sénégal de forces obscures. Ces chefs religieux s'insurgent également contre la dépravation des mœurs constatée. Cher Anta Diop, c'est l'attire.
Les petits-fils de Serigne Touba El Hadji Malick Sy, Bou Kounta Ndiassane, Baye Niass, Mame Limamou entre autres, ont rendu visite aux différentes familles religieuses de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba pour présenter au khalife leurs préoccupations. Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, dont on ferme, révèle qu'il y a des forces obscures qui veulent à tout prix discréditer les tarixa. mu am ñoo xam ne dañoo jàng arab lu toll ci juróomi at ñëw ci réew mi dellusiwaat ci réew mi. Il y a des étudiants sénégalais qui sont partis dans les pays arabes. Ils ont reçu des formations durant 4-5 ans. Ils sont revenus au pays. Ils commencent à discréditer les marabouts, les khalifes généraux, ce que les anciens ont écrit. L'islam est parfois dévoyé et dans le même temps fait l'objet de critiques totalement infondées. Et c'est grave. Nous nous sommes levés pour dire non. loolee nag ñu jëkk taxaw ne lii day arrêté ak nu mën a arrêté. Serigne Habib Sy ibn Mame Abdou Aziz Sy Dabakh est catégorique. Les chefs religieux doivent se mobiliser contre ceux qui risquent de plonger le pays dans un climat social très tendu. réew mi bu ñu toppee nit ñi réew mu nekk taal nañ ko. Nous, marabouts, on doit s'ériger en bouclier. Il y a des gens qui sont prêts à saccager ce pays, plonger le pays dans un climat instable. Des propositions ont été faites devant les khalifes ou leurs représentants pour sensibiliser la jeunesse qui est en perte de sens et d'identité. Merci Cheranta et revenons sur ces tensions dans le monde du travail. Un problème de représentativité a plombé la réunion qui devait se tenir ce matin entre les transporteurs de l'hydrocarbure et la tutelle. Cette rencontre s'est terminée en queue de poisson. Selon le président de l'Union des routiers du Sénégal, le Cheikh Diop n'a pas souhaité partager la même table de négociation avec Gora Khouma. Explication Fatima Touré et Younous Diatta. Les négociations dans le secteur du transport des hydrocarbures ont démarré aujourd'hui. Malheureusement, la rencontre s'est terminée en queue de poisson. En cause, la présence du président de l'Union des routiers du Sénégal. On avait annoncé une réunion aujourd'hui au ministère du Travail et que toutes les parties ont été présentes, le patronat, le gouvernement, les deux organisations syndicales. Mais elle n'a pas pu durer. Puisqu'il y a une opposition. Le camarade Cheikh Diop s'est opposé pour dire qu'il ne peut pas tenir ces réunions en présence d'un nouveau syndicat qui s'appelle Union des routiers dans la table de négociation. Des accusations balayées d'un revers de main par le secrétaire général par intérim du syndicat du pétrole. Il précise que les négociations vont se poursuivre le lundi prochain. La réunion a eu lieu en réalité. Et il y a des réglages à faire. Partie patronat, les réglages ont été faits pour la délégation. Il reste à faire des réglages côté travailleurs, voilà, justement pour qu'on puisse entrer carrément dans les débats et l'évolution justement des négociations. Donc il y a des réunions qui sont prévues lundi, à la journée des réunions de réglage. Voilà, justement pour ça, c'est la substance de la réunion de ce matin. Il n'y a pas autre version, justement. La grève des transporteurs du secteur des hydrocarbures avait paralysé pratiquement tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, cette rencontre avec la tutelle était considérée comme un début de solution. Mais les tiraillements notés pourraient rendre plus long le processus de signature de la convention collective tant voulue par les transporteurs. Merci Fatima. Dans l'actualité internationale, l'arrestation du capitaine Sani Gourouza, l'auteur présumé de la tentative du coup d'État au Niger en mars dernier. La peine de mort jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême au Malawi, Mogadiscio, l'appelle la capitale somalienne qui a encore tremblé ce mercredi avec une nouvelle attaque qui a frappé les forces de police. Et puis Joe Biden qui veut doubler le taux d'imposition sur les gains financiers aux États-Unis. Le récit de Daniel Diouf. Le capitaine Sani Gourouza, l'auteur présumé de la tentative de coup d'État dans la nuit du 30 au 31 mars dernier au Niger, a été arrêté au Bénin et remis aux autorités de Niamey. L'officier en fuite depuis les événements a été interpellé lundi par la gendarmerie béninoise. L'information est confirmée officiellement par la police et la gendarmerie nigérienne qui avaient émis un mandat d'arrêt contre lui.
Au Malawi, la peine de mort jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême. Elle a ordonné le réexamen de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. La peine capitale a longtemps été systématique dans ce pays pour les prisonniers reconnus coupables de meurtre, de trahison ou de viol, entre autres. Dans un arrêt rendu mercredi, les juges de la Cour suprême saisis de l'appel d'un condamné pour meurtre ont déclaré la peine de mort inconstitutionnelle, abolissant de facto ce châtiment. Mogadiscio, la capitale éthiopienne, a encore tremblé ce mercredi. Une nouvelle attaque a frappé les forces de police. Dans la matinée, un véhicule piégé, lancé à toute vitesse contre le quartier général de la police, a tenté de forcer le barrage pour s'introduire dans l'enceinte du complexe des forces de sécurité. Stoppé par les tirs de la police, le conducteur du véhicule kamikaze a déclenché sa charge explosive. Bilan, 7 personnes tuées et une dizaine d'autres blessées. Le groupe islamiste somalien Al-Shabaab a immédiatement revendiqué l'attentat. Et puis taxer les plus riches pour financer son plan en faveur de la famille, c'est ce qu'a décidé le président Joe Biden. Il avait d'abord annoncé la hausse des taxes sur les entreprises. Il s'attaque maintenant aux ménages les plus riches, ceux qui s'enrichissent grâce aux revenus boursiers, ceux qui gagnent plus d'$1 million par an. Dans son viseur, les plus-values réalisées à la bourse. Joe Biden veut doubler le taux d'imposition sur les gains financiers. Pour la tranche la plus élevée, son objectif est de porter l'impôt à 43%. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, football de plage, les poules de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer connues ce jeudi au Caire. 5 fois sacré, le Sénégal qui accueille cette édition ne fait pas de fixation sur les adversaires. L'essentiel pour les Lions est la conservation du titre. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Hôte de l'édition 2021 de la CAN de beach soccer, le Sénégal, actuel détenteur du trophée, est sans appréhension à quelques heures du tirage au sort des poules de la compétition au Caire. Qu'importe celles qui seront avec nous, la détermination est toujours là. Comme on l'a toujours fait, on le fera encore de la même chose. Sortir premier de notre poule et éventuellement rencontrer le second de notre poule et pourquoi pas quand même se qualifier d'abord et ensuite gagner le trophée. Inch'Allah Rabbi, c'est notre souhait, avec tout le respect que nous avons par rapport aux autres aussi qui seront là. Déterminés, les Lions sont prêts pour leur premier sacre continental à domicile. Ça fait presque bientôt 2 mois que nous sommes en regroupement et ça se passe tellement bien que vraiment on a vraiment confiance à ces jeunes, quoi. Donc voilà, ce que nous voudrions juste dire, c'est vraiment appeler quand même les Sénégalais à venir quand même supporter cette équipe-là. C'est vrai que cela le site où se déroulera la Coupe d'Afrique de beach soccer, cela ne doit pas empêcher quand même aux Sénégalais de venir quand même. En attendant, le Sénégal 5 fois titré et l'Égypte tête de série vont connaître leurs adversaires ce jeudi. La CAN, c'est du 23 au 30 mai à Saly, Portugal. Merci cher et restons avec le sport. Karting, sport mécanique cette fois-ci. 5e manche du championnat très disputé au stade Léopold Sédar Senghor. Les leaders de catégorie ont toutefois conservé leur place à 3 journées de la fin du championnat, nous dit Cher Sadibou Diarra. La logique respectée à la 5e manche du championnat national de karting. Les leaders Julien Hazard, Jérémy Sassine et Piero Zara ont remporté leur course pour conserver leur place. Le plus difficile, ça a été vers les 2e ou 3e manches parce qu'on n'avait pas, il y avait un problème sur le kart et on n'arrivait pas à découvrir c'était quoi. Du coup, j'étais obligé de me donner à fond pour essayer de remporter la manche, quoi. On essaye de faire le mieux, mais malheureusement dans notre catégorie, on a un très très bon pilote qui est tout le temps en pôle et c'est difficile de le rattraper. Chez les Subaru, la lutte est plus serrée avec des petits ambitieux. J'ai fait une 3e position et après, pendant les 3 manches, j'ai réussi à bien gérer et à finir 2e au cumulé. Et j'ai fini par remonter à 3e, donc tout va bien. On a une course normalement dans 1 mois. Et on va essayer de gagner. Une 5e manche de haute facture qui annonce une magnifique suite de championnat. Le circuit a été très technique et les pilotes ont eu à mettre leur carte appropriée au circuit. C'est-à-dire que techniquement, ils ont dû changer
les pignons, les couronnes qui puissent propulser davantage plus le kart. La prochaine course, normalement, c'est au mois de mai. Mais là, nous sommes en train de voir avec le Ramadan si nous n'allons pas lancer 12 heures de kart. Nous allons commencer un samedi à minuit pour en terminer le lendemain à midi. 3 courses restent à disputer cette saison avec du suspense dans plusieurs catégories. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info revient demain dans Info du matin avec toute l'équipe. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.